Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Emma Haché et à l'occasion de cette édition virtuelle du Salon du livre de la péninsule acadienne 2020, je m'entretiens avec Mishka Lavigne, qui est comme moi auteure de théâtre, mais aussi traductrice. Alors, Mishka Lavigne, elle habite à Gatineau et elle œuvre principalement dans l'Ontario francophone. Sa pièce de théâtre, Havre, a reçu l'année dernière le prix littéraire du gouverneur général du Canada, ainsi que plein d'autres prix. C'est donc une chance pour moi et pour vous de la rencontrer et d'en apprendre un peu plus sur ce qui la travaille. Bonjour, Mishka Lavigne. Bonjour. Je me trompe pas, t'es bien, tu habites bien Gatineau, c'est exact? Puis une chose qu'on m'a beaucoup dit aussi, qu'on a beaucoup fait remarquer quand j'ai remporté le prix littéraire du gouverneur général, c'est que c'était la dernière fois que c'était quelqu'un qui œuvrait dans la francophonie canadienne qui l'avait remporté avant moi, c'était toi. Donc, pour C'est vrai. l'intimité. C'est vrai. Nous avons donc ce point en commun. C'est super. Alors, j'avais envie de savoir si tu étais déjà, si tu avais déjà eu l'occasion de venir dans la péninsule acadienne. Non, j'avais tellement hâte, mais c'est vraiment dommage. J'ai voyagé, la seule province de l'Atlantique dans laquelle j'ai voyagé, c'était en Nouvelle-Écosse, donc chez toi. Euh, Fait que j'ai fait un peu la baie Sainte-Marie, Halifax, le Cap-Breton, mais je suis jamais allée au Nouveau-Brunswick, puis j'avais tellement hâte. Ben, c'est comme un L'année rendez-vous manqué, prochaine. là. Il va falloir que tu reviennes concrètement. À part dans cette Oui. édition virtuelle, j'ai l'impression qu'on va rester comme frustrés, là. On va vouloir que ça arrive. Pour les gens qui connaissent pas ton travail, j'avais envie que tu nous résumes rapidement l'histoire que tu nous racontes dans Havre. Havre, c'est l'histoire d'Elsie qui est professeure de littérature dans une université à Ottawa. Et Elsie, au début de la pièce, elle vient de perdre sa mère dans un accident de voiture. Euh, et sa mère, c'est un espèce de monument littéraire canadien. Donc, pour Elsie, s'ensuit une espèce de devoir réconcilier qu'est-ce qui serait son deuil à elle privé de sa mère, mais aussi à l'intérieur de cet immense deuil public que le pays et le monde entier fait vivre à sa mère. Puis, à l'intérieur de ça, on a aussi l'histoire de Matt. Matt qui a été, lui, adopté par des parents canadiens suite à la guerre d'ex-Yougoslavie et qui, au début de la pièce, vient de revenir de Sarajevo, où il essayait d'aller trouver des informations sur ses parents biologiques. Donc, c'est un petit peu pour les deux personnages, une pièce sur le vide, une pièce sur l'absence. C'est un texte qui parle des... C'est un texte aussi pour moi qui parle d'amitié, donc, l'histoire d'Elsie et de Matt, quand ils se rencontrent, quand les deux vivent un deuil, quand les deux vivent une recherche qui aboutit pas, euh, qui se rencontrent à un moment de leur vie où ils ont besoin l'un de l'autre. Donc, cette idée-là de havre dans la tempête, donc les gens qu'on rencontre quand on a vraiment besoin d'eux dans notre histoire. Puis, pour moi, Havre, c'est vraiment un texte sur l'amitié. Hmm. Et j'ai beaucoup apprécié, en tout cas, la structure de la pièce, le fait que ce soit, en fait, pratiquement deux monologues qui s'intercalent et se répondent constamment. Donc, ça nous tient dans un, un rythme très serré, très soutenu tout au long de la pièce et qui, en fait, dès qu'on... Et ça, c'est aussi vraiment pour inciter les gens à découvrir la pièce. Là, dès qu'on se met le pied dedans, on est comme dans l'engrenage, puis là, on est emporté là, jusqu'à la chute, jusqu'à la toute fin, qui est, Oui.
qui est en fait qu'on reçoit comme un cadeau, comme si on avait nous-mêmes traversé ce deuil-là, si tu veux. Ça marche très très bien. Puis je comprends l'impact que ça a eu aussi à travers les différents prix, notamment qui ont venu souligner l'importance de l'œuvre. J'aime beaucoup dire que Havre, puis beaucoup de mes autres pièces sont structurées comme ça aussi, mais j'aime beaucoup dire que c'est un texte à tresse. Donc, un peu comme une tresse, on vient rencontrer, on vient créer des points de rencontre à certains endroits, puis ensuite on s'éloigne. Puis c'est l'idée de pouvoir à la fin tout attacher avec une belle boucle. Donc, Havre est beaucoup construit comme ça, même en termes de sa structure sur la page. Donc, on a vraiment ces monologues-là qui sont croisés presque tout au long de la pièce. Donc, quand on arrive à des scènes où Matt et Lucie parlent ensemble, ont une scène de dialogue, si on veut, un peu plus classique, on le voit peut-être un peu comme un point où le temps s'arrête, où on a une espèce de chute. Puis ils vont venir, au fil de ces rencontres-là, à créer une tresse qui est de plus en plus complexe, si on veut. Donc, leurs histoires sont tout à fait imbriquées l'une dans l'autre. Puis pour moi, c'était la finale de la pièce, c'est vraiment le moment où on sent que les deux ont trouvé une espèce de paix avec leur histoire. Donc, cette espèce d'histoire-là qui vient se boucler avec le moment où ils trouvent un moment de paix, un certain moment où ils peuvent s'arrêter puis se reposer, si on veut, parce que c'est vrai que c'est construit comme un engrenage aussi, la pièce. Donc, oui. ouais. Dans ta pièce Havre, une réponse arrive du côté de l'inconnu. La matière même de l'inconnu, comme autant en ce qui concerne le choc initial dans lequel les deux personnages sont plongés, mais aussi par rapport à l'autre personnage ces deux inconnus en fait justement qui amorcent cette amitié-là de façon un peu imprévisible d'un bord et de l'autre. Selon toi, est-ce que c'est une condition de possibilité pour qu'un renouveau puisse émerger, cette matière-là de l'inconnu, ce choc? Ben, pour les deux personnages, cette part d'inconnu-là dans leur histoire, donc la part de l'inconnu de l'information sur ses parents que Matt cherche, pour Elsie, c'est une part d'inconnu d'avoir la réalisation qu'elle connaît pas vraiment sa mère en tant que personne. Elle connaît sa mère en tant qu'artiste, mais pour elle, sa mère s'est un peu retirée de sa vie quand elle est devenue cette espèce de monument littéraire-là. Donc, les deux ont un manque à combler, puis il y a une part d'inconnu dans leur cheminement. Puis j'ai l'impression qu'en rencontrant l'autre, ils se disent qu'il y a peut-être quelque chose qui va être répondu. Mais j'ai voulu vraiment faire très attention de ne pas créer une histoire, surtout pour Elsie, qui est le personnage féminin, qui est le personnage principal de la pièce. J'ai surtout voulu créer une histoire où est-ce qu'on n'avait pas la dynamique de l'autre personnage est un sauveur. Donc, même s'il y a ça un peu au début où est-ce qu'ils se rencontrent et ils se disent « Ah, cet autre va me sauver ou va m'aider à passer à travers ça », c'est pas vrai. Ils passent chacun à travers leur histoire de façon personnelle, parce que autant le deuil que cette recherche-là de ses origines pour Matt, c'est un cheminement qu'ils doivent faire seuls. Il y a une Donc, l'autre réciprocité est aussi c'est ça. de cet accompagnement-là, finalement, qui se découvre entre les deux. Donc, l'autre est un appui et l'autre peut être un ami, mais l'autre n'est pas un sauveur. L'autre n'est pas une personne qui vient régler la situation magiquement. Puis, c'est une chose à laquelle je voulais vraiment faire très attention pour le personnage d'Elsie, que Matt soit pas une espèce de chevalier sur un cheval blanc. C'est aussi pour ça que je voulais pas créer une histoire d'amour entre les deux personnages. Pour moi, c'est pas une histoire d'amour. Il y a des gens qui l'interprètent comme si c'était une histoire d'amour. C'est quelque chose qui me dérange pas, mais en même temps, pour moi, c'est très, très clairement une histoire d'amitié et une histoire où est-ce que chacun des deux personnages
a quelque chose à faire et ce quelque chose-là doit être fait seul, même s'ils peuvent recevoir de l'aide et des moments où ils peuvent avancer un peu plus en étant ensemble. Et cette pièce Havre, elle a été créée en Ontario. C'est qui les équipes qui les ont créées? Le théâtre? Elle a été Elle a été créée d'abord en septembre 2018. C'était à la Troupe du Jour à Saskatoon. OK. Donc, c'était une mise en scène de David Granger avec Alicia Johnston et Paul Fruteau. Donc, c'est ça, c'était la création du texte. Par la suite, la même saison, donc en janvier 2019, il y a eu une production en Suisse au Théâtre Poche GVE et au Théâtre populaire roman à la Chaux-de-Fonds dans une mise en scène d'Anne Bizan. Et c'était avec Rebecca Balestra et Baptiste Coustonoble. Cette production-là suisse est reprise cette saison-ci à la Chaux-de-Fonds, donc au Théâtre populaire romain. Ils vont faire une reprise. Il avait été très populaire quand ça avait joué, puis avec bon, les règles de la pandémie et tout ça, ce spectacle-là à deux personnages a été facile à adapter dans une mise en scène qui fonctionnait pour les règles sanitaires. Tout le monde était content. Fait que ça, j'ai bien hâte de voir aussi comment ça va aller de leur côté. Bon, le texte a été traduit en anglais. Il y a eu une mise en lecture dans un festival à Chicago qui s'appelle International Voices, qui est en cours en ce moment en ligne, le festival, qui fait un genre de retour post-confinement. Donc, la traduction en anglais, c'est de Neil Blackadder. Il n'y a pas eu de production encore de la traduction en anglais. Puis, la pièce a aussi été traduite en allemand par Frank Vegan pour une production radiophonique qui a eu lieu en novembre 2018. Ouais, en novembre 2018. Et qui joue encore à la radio en Allemagne. Il y a eu plusieurs diffusions depuis novembre 2018. Il y en a eu 5 ou 6. Formidable. Wow. C'est le fun. Comment tu vis toutes ces productions-là? Ça te révèle ton œuvre à chaque fois ou? Oui, ben, c'est vraiment sous un nouveau jour aussi parce que la production à Saskatoon et la production en Suisse était très, très, très différente, autant au niveau de la mise en scène que du jeu, que toutes sortes de choses comme ça. Donc, à Saskatoon, le studio 914 de la Troupe du Jour, c'est une toute petite salle, c'est 60 places, quelque chose comme ça. Donc, c'était une atmosphère extrêmement intime. Il y avait un environnement sonore de Gilles Lotti qui occupait toute la durée de la pièce. Donc, c'était assez impressionnant aussi. Puis, quand il y avait un moment où l'environnement sonore s'arrêtait, puis où on avait un silence, on sentait vraiment qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et la production en Suisse, elle, de la façon qu'elle avait été créée, la production en Suisse, c'était cet hiver-là, au Théâtre Poche GVE, il y avait 3 productions qui jouaient en alternance. Donc, le décor était le même pour les 3 productions. Oh, Alors, c'était bonne des idée, ça. panneaux blancs qui étaient utilisés comme écran des fois. Il y avait des accessoires sur scène, mais c'était vraiment ce jeu-là avec les panneaux blancs. Et comme le décor était quand même assez statique et quand même assez imposant parce que les panneaux faisaient vraiment du plancher au plafond, ça a fini par donner une production qui est allée vraiment dans le détail, dans le jeu des comédiens. Le jeu des comédiens en Suisse était très, très, très précis. Et il y avait vraiment une belle utilisation aussi de la vidéo, qui était quelque chose que la production à Saskatoon n'avait pas fait. Donc, c'était 2 productions très différentes, 2 choses complètement différentes, mais en même temps, il y avait cette essence-là aussi qui était vraiment belle à voir. J'ai vraiment apprécié voir les deux.
Ah, ça doit tellement être plaisant de pouvoir voir plusieurs productions en si peu de temps, en fait, une même pièce. Ouais, oui. Euh, Puis là, c'est sûr qu'avec le prix du gouverneur général, il y a d'autres possibilités de production qui s'en viennent. Là, ça a été vraiment une année très étrange parce que il y a eu un immense momentum à l'automne avec le prix du gouverneur général. Puis après ça, tout s'est arrêté à cause de la pandémie. Donc là, les choses commencent à reprendre petit à petit, mais généralement, avec un prix aussi important que le prix du gouverneur général, ça donne une grosse année pleine de momentum, pleine d'activités. Et j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'arrêts de tout ça. Puis notamment le fait que presque tous les salons du livre ont été annulés à partir du mois de mars. Donc, il y a eu certaines volontés d'amener ça en ligne, ce qui est vraiment super. Mais on sait tous que c'est pas la même chose aussi. c'est ça. Mais il y a eu aussi des événements qui ont été juste annulés complètement. Donc, j'avais des événements en mai où j'étais invitée dans certains salons qui, eux, ont juste été complètement annulés. Donc, ça a été une drôle d'année pour ça, vraiment. Puis une drôle d'année du côté autant de l'édition que des arts vivants. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est un des passages qui m'a marqué dans ta pièce. Tu dis, je pense que c'est Elsie qui pose la question à Matt, pensez-vous que tout le monde a une cicatrice dans sa ligne du temps, un Oui. avant et un après? Mm. Mais je trouve ça intéressant par rapport à ce qu'on a vécu collectivement autour de la pandémie, là, et, euh, Oui, probablement. et dans les réflexions dans lesquelles ça nous plonge à la fois individuellement et collectivement. Et, et comment toi, dans l'écriture, comment tu vis ça en ce moment? Est-ce que c'est quoi les thèmes qui t'obsèdent? Est-ce que c'est rattaché Euh, au choc de l'épidémie ou ça vient de plus loin que ça encore? Parce que parfois c'est... c'est certain que tout ce qui se passe en ce moment a eu un immense impact. Comme tout le monde dans le milieu des arts vivants, j'ai eu des projets annulés, des projets reportés à on ne sait quand. Ça va avoir un effet domino sur probablement une dizaine d'années. La pandémie en ce moment parce que les cycles de production sont quand même très longs en théâtre, comme on le sait. Donc, ça peut finir par donner qu'un texte qui est prêt à s'en aller, admettons, en laboratoire, va attendre un autre 2 ans avant de s'y rendre. Donc, bon, il y a ça qui se passe. Ça a été extrêmement anxiogène les premières semaines. J'ai vraiment passé 5 ou 6 semaines à regarder la télé en lisant les nouvelles. Donc, c'était vraiment déprimant et difficile. L'envie d'écrire était pas là du tout. Mais je pense que ça, c'est généralisé, d'après ce que j'ai entendu de beaucoup de personnes, ce que j'ai vécu moi-même. On était tous en train comme d'accueillir le choc. C'est vraiment Il y avait un un peu état de de ça. choc qui a été très grand. Puis en même temps, dans les dernières années, moi, j'ai voyagé beaucoup. J'étais tout le temps en train de travailler sur quelque chose. Donc, ça a été un moment aussi où tout s'est arrêté, mais pas tant que ça non plus. Donc, il y a eu des moments où je me disais, ah, je pourrais peut-être prendre des vacances, mais il y avait quand même des choses qui se passaient. Mais les premières semaines, surtout, il y avait un immense sentiment de travailler dans le vide. En se disant, ah, ça va réouvrir dans 2 semaines, quand dans le fond, on savait que ça réouvrirait pas dans 2 semaines. C'est ça. Euh, donc, il y a eu ce moment-là très difficile. Euh, Par la suite, ça s'est un peu calmé, un peu le moment où on s'est dit, OK, on est là-dedans pendant une longue période, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Euh, Comment on relance une certaine idée de création quand c'est très possible que les théâtres réouvrent pas. Donc, ça, c'était en juin, admettons.
Moi, je me suis lancée dans certains projets qui avaient pas l'intention d'être du théâtre, ça n'a pas l'intention d'être un projet pour la scène. Donc, j'ai travaillé sur des projets de radio numérique, j'ai travaillé sur des projets audio, j'ai travaillé sur des projets pour la télévision qui sont à plus long terme. Donc, ça c'est comme un peu, ça a comme un peu changé de cap. Là, il y a certaines choses au niveau du théâtre qui commencent à revenir. On va pouvoir recommencer à créer, mais de façon très différente. Donc, des productions qui devaient avoir lieu, admettons, cette année, c'est pas nécessairement envisageable que ça ait lieu, donc peut-être que ça va être l'année prochaine, mais cette année, on veut quand même faire du théâtre dans le respect des règles. Alors, on fait autre chose, on crée quelque chose de nouveau. Fait qu'en fait, il y a eu vraiment un moment où il y avait une effervescence de création, mais c'est un peu toutes des nouvelles choses, c'est un peu tous des nouveaux projets. Donc, c'est en même temps pouvoir être très excité par ces projets-là qui se passent en ce moment. Et en même temps, faire le deuil de projets que j'avais très hâte de faire aussi. Donc, comme il y a les deux, c'est un drôle de tiraillement intérieur. Puis j'ai l'impression que ça va être comme ça pendant un certain temps encore aussi. Ben, ce qui est bien avec le thème de notre Salon du Livre cette année, c'est Nous habitons des mondes imaginaires. Oui. C'est une citation de Boris Cyrulnik. Puis j'avais envie de savoir qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends ça, spontanément. Là. Nous habitons des mondes imaginaires. Ben, peut-être un peu l'idée que tout le monde a sa propre réalité. Si on s'imagine ou si on accepte, admettons, que tout le monde est le personnage principal de sa propre histoire, c'est comme si on avait des milliards d'histoires sur la planète aussi. Donc, l'idée qu'on on perçoit pas la réalité de la même façon parce qu'on perçoit la réalité selon ce qu'on a vécu par le passé, selon les personnes qu'on rencontre, selon le lieu où on se trouve. Donc, surtout en ce moment, parce qu'on se retrouve dans un moment qui va marquer l'histoire avec un grand H. Cette pandémie va être dans les livres d'histoire qui vont étudier à l'école dans 20 ans. Mais moi, ma petite histoire à moi, toi, ta petite histoire à toi, ça fera pas partie des livres d'histoire, mais c'est pas moins vrai que ce qui est arrivé. Donc, je crois qu'on est dans un monde où est-ce qu'on essaie en ce moment de peut-être de réconcilier notre petite histoire avec la grande histoire. Puis on parle autant de la pandémie que des revendications contre la brutalité policière ou le mouvement Black Lives Matter. La crise environnementale, on est dans un monde où on est en train d'inscrire beaucoup de choses à l'histoire avec un grand H en 2020. Puis nous, en tant qu'artistes ou en tant même juste qu'humains, on a chacun aussi notre petite histoire qui forme une espèce de grande tapisserie-là de 2020. Donc, Ce serait quoi, selon toi, le rôle des artistes et je dirais même plus précisément des écrivains, vu qu'on s'insère dans cette action-là, du point de vue social, politique, écologique et esthétique. Là, j'ai comme 4 questions dans une, mais c'est dans justement au croisement, j'allais reprendre ton image de la tresse de tout à l'heure, de ces crises-là qui, ensemble, font partie de la même tresse. Autant la crise écologique qui est majeure, mais qui fait pression sur toutes les autres politiques sociales. Qu'est-ce que les écrivains, avec
leurs soucis esthétiques avec leur rapport à la langue ou à la création, à l'œuvre. Comment, Ben, comment comment tu tresses ça ensemble? Pourquoi, quelle sorte est-ce que c'est clair pour toi ou on tâtonne encore beaucoup là-dedans? ben, j'ai l'impression que ça va, j'ai l'impression que ça devient plus clair plus le temps passe, c'est difficile de dire. Puis en fait, l'arrêt imposé par la pandémie pour le milieu des arts vivants, c'est certain que si on était en train d'écrire un roman, peut-être qu'on a juste continué à écrire notre Mm. roman, mais pour le milieu des arts vivants, on s'est vraiment retrouvé avec devoir mettre la clé dans la porte et sans savoir quand on allait pouvoir retrouver notre scène. Puis j'argumenterais même maintenant que c'est pas encore revenu. La porte est un petit peu entrebâillée, mais on n'est pas Ouais. encore tout à fait là. Donc, cette espèce de pause-là forcée a amené un peu tout le monde dans mon entourage d'artistes, d'écrivains, de gens de théâtre, a amené pas mal tout le monde à se questionner sur l'importance de ce qu'on fait. Dans une crise comme celle-là, on se dit, mais pourquoi on fait de l'art? Pourquoi on fait du théâtre? Moi, je me suis posé cette question-là. Je me suis dit, est-ce que ce serait peut-être le moment de juste faire autre chose? Mais je crois que, bon, là, je m'en suis remis de ça, mais je crois Oui, que j'allais dire justement, mais si on continue là-dedans, les, comment on peut les continuer? artistes en général les artistes en général, pour moi, ont un devoir de mémoire, ont un devoir d'inscrire dans quelque chose qui va rester, un monde qui n'est pas permanent. Donc, si on regarde les romans qui s'écrivent une certaine année, si on regarde les productions qui jouent sur scène, si on regarde la musique qui se crée, les films qui se produisent, on a une espèce de portrait de ce moment-là dans l'histoire du monde. Puis je crois que c'est important aussi d'avoir cette mémoire-là qui va rester, qui n'est pas seulement une mémoire qui va venir, admettons, des historiens ou des philosophes ou des gens en politique ou en économie qui vont écrire des choses. J'ai l'impression que c'est important de se dire, ben ça, c'est ce qui a marqué l'imaginaire de cette époque-là et c'est ça que ça a donné en art. Donc, Puis ça se situerait au niveau du... on l'a Excuse-moi, c'est juste que j'aime ce que tu dis là, c'est que je veux juste savoir, est-ce que tu dis qu'il faudrait témoigner de ce qui se passe actuellement, que ça serait ça notre rôle, un des rôles, disons? Mais le témoignage peut prendre plusieurs formes, selon moi. Donc, on n'a pas besoin de se dire, OK, pour les 20 prochaines années, on écrit seulement des pièces qui se passent en temps de pandémie. J'espère. J'ai l'impression non, parce que tout le monde va trouver ça vraiment plate. Mais j'ai l'impression qu'il faut utiliser ce qui fait partie du temps et de cette époque-ci pour le transformer par un imaginaire créatif. Donc, il y a des choses qui ont beaucoup circulé au début, en mars, en avril, des genres de listes de voici des œuvres qui ont été créées pendant l'épidémie de peste. Puis là, on avait le Roi Lear de Shakespeare, on avait le Décaméron j'ai un blanc. On avait le Décaméron, on avait même le traité de physique de Newton a été créé pendant qu'il y avait une petite épidémie de peste à Londres encore. Donc, il y a des choses importantes qui sont sorties de ces moments-là de l'histoire. Je pense qu'on est peut-être là-dedans, mais on n'a pas du tout le recul pour le voir. On va le voir plus tard. Mais il y a aussi des questions qui se sont posées, surtout quand on était vraiment en confinement plus vert. Il y a beaucoup de questions
questionnements qui se sont posés sur la valeur de l'art. Donc, on avait des gens à la maison qui passaient leur journée à lire des livres et à regarder Netflix. Et après ça, qui s'en allaient sur les réseaux sociaux pour dire que les artistes étaient tous des chialeux puis des jobs d'enfants. Puis on se dit, mais qu'est-ce que tu fais de tes journées en ce moment? Donc, il y a eu un moment... Moi, j'ai eu beaucoup de colère pendant les premières semaines à regarder, un article du Devoir ou un article du Globe and Mail qui parle de l'impact financier des fermetures des théâtres. Puis là, les commentaires des gens que je sais qu'il faut pas lire, mais je les lis quand même. Donc, les commentaires de gens qui sont comme « Ah, c'est chialeux, ces artistes, on les haït ». Puis, tu sais, des choses de genre « fermez vos gueules, arrêtez d'en parler ». Il y a vraiment eu un moment où est-ce que je me suis dit, les gens n'ont pas encore compris à quoi ça servait. Puis, oui, il y a une certaine valeur de divertissement quand on se dit, bon, j'ai bingé telle série pendant le confinement, mais il y a aussi une certaine valeur de, ça reconnaît une époque. Puis ça, on va le voir, j'ai l'impression, plus tard. Ouais, je Donc, comprends. ce qui va s'être créé, ce qui va s'être fait, selon moi, il va y avoir eu aussi une espèce de... Il y a eu une espèce de décloisonnement de certaines formes artistiques qui est peut-être là pour rester. Donc, comme admettons, en ce moment, c'est le TIFF, le Festival de films international de Toronto. Et parce que le TIFF est majoritairement en ligne cette année, ça fait que des gens qui n'habitent pas à Toronto, des gens qui n'ont pas des milliers de dollars à dépenser pour aller à Toronto pendant le TIFF, vont pouvoir regarder X ou Y film en s'achetant un billet pour le regarder sur la télé. Puis il y a quelque chose de vraiment beau dans cette ouverture-là, puis cette démocratisation-là des arts. Donc, n'importe qui au Canada va pouvoir avoir accès aux films du TIFF cette année. Puis il y a quelque chose de très beau là-dedans. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. En fait, c'est de saisir les opportunités que ça nous donne aussi, là, si on peut réussir à les entrevoir à Ouais, travers puis les éclaircies. Mais, c'est sûr qu'il y a, wow, ok. il y a plein d'aspects négatifs. Mais si on peut voir certains aspects positifs, puis on peut se dire comment est-ce qu'on peut faire que ces aspects positifs-là vont rester. Si, admettons, le TIFF l'an prochain, tout est réouvert, on a un vaccin, tout va bien, on refait un grand festival, tapis rouge, stars de partout, est-ce qu'ils vont quand même dire, ben voici les 10 films les plus attendus du festival, puis tu peux quand même te l'acheter pour le regarder chez toi en ligne si tu es à Regina Oui, ou à Moncton ou à Iqaluit. Donc, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. oui, c'est vrai. Est-ce que là, on parle strictement de l'épidémie puis du confinement parce que c'est ce qu'on vient de traverser, c'est ce qui nous vient le plus spontanément à l'esprit parce qu'on est comme confronté dans notre actualité beaucoup par ça, mais pour d'autres crises à lesquelles on est aussi confronté au niveau de l'actualité, mais qui débordent ce cadre-là de l'épidémie, comme je pense à la crise écologique ou même politique. Est-ce que, est-ce que toi, comme artiste et même écrivaine, tu te vois jouer un rôle là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu penses parfois quand tu écris? Est-ce que tu dis, bon, moi j'écris ça, cette pièce-là, ça, je suis habitée par ces considérations, Ben, je- je crois que donc j'ai lu quelque chose dernièrement, une citation qui disait que le théâtre, c'est un laboratoire d'empathie. Donc, le théâtre, c'est montrer sur scène des relations humaines, montrer sur scène des relations entre les humains, les décortiquer, les montrer, les mettre de l'avant, pour que ça vienne créer chez le public
un attachement, une empathie, une catharsis. Puis là, on est dans l'essence même du théâtre, son essence au sens là, grec du terme, d'aller créer une catharsis. Puis même si on n'est pas en train d'écrire une pièce sur le mouvement Black Lives Matter, même si on n'est pas en train d'écrire une pièce sur la pandémie, sur la crise environnementale, même si on n'est pas en train de prendre une position politique dans notre écriture, on est en train de montrer des relations humaines, donc on veut créer, pour les gens qui voient cette pièce-là, une empathie, un attachement, un moment émotionnel où les gens sont investis. Puis les gens qui consomment de l'art, qui sont investis, qui sont touchés, qui deviennent plus empathiques, ça fait des meilleures personnes dans la société. Donc, je crois que c'est ça vraiment l'essence même de l'art, c'est de créer des meilleurs humains. Wow, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est un beau mot de la fin. Non, mais c'est vrai. Puis, écoute, Mishka Lavigne, je te remercie et je te souhaite, je nous souhaite à tous et à toutes d'avoir la chance de te rencontrer en vrai à un moment donné dans la péninsule acadienne. On va essayer de répondre. Absolument. Si ça arrive. Parce que là. Oui, l'an prochain, j'espère. C'est chouette. Merci à toi. Ou à travers d'autres sortes d'occasions. Mais en tout cas, merci. Ça a été un plaisir de te découvrir un peu plus aujourd'hui à travers le virtuel. Je rappelle à tout le monde que la pièce de théâtre Havre est publiée aux éditions de l'Interligne et que c'est comme je disais tout à l'heure, vous mettez le pied dedans, vous êtes faite. Allez-y, lisez ça, c'est super bon. Merci beaucoup, Mishka Lavigne. Il y a aussi, à partir du 7 octobre, il va y avoir la publication de Copo, qui est mon nouveau texte, qui a été stoppé en pleine production pendant la pandémie aussi, quand les théâtres ont fermé. On a perdu nos deux dernières représentations. Donc, ça me fait tellement plaisir qu'au moins la pièce soit publiée, que je vais avoir le livre en attendant que ce texte puisse tourner sur scène. Absolument. Puis on suit ça aussi. Donc, c'est toujours aussi publié aux éditions Interligne, Coco. Donc, voilà. Cinéma, Havre et Coco aux éditions de l'Interligne. Copo? Copo. Comme un arbre. Ah oui, parce que Coco, c'est une pièce de Samuel Beckett, je pense, en plus. OK, Copo, excuse-moi. Excuse-moi pour l'erreur, mon Dieu. Je suis en train de partir de lui-même. Merci. Bon, et voilà, ben merci beaucoup, puis au plaisir vraiment de te rencontrer en vrai. Au revoir. Oui.